Hmm, Salut le stagiaire. Tu viens parler des heures sombres de la guerre, c'est ça? Le 29 décembre 1940, je déclarai la guerre à la France, et donc à tous ses alliés eux-mêmes présents dans le conflit. Joyeux Noël les amis. Par la même occasion, je fais immédiatement envoyer une requête pour rejoindre à nouveau l'alliance habsbourgeoise. Et je finis cette dure journée par lancer les offensives en France et en Allemagne. Un jour particulièrement chargé, où je n'avais cessé de courir. Mais une fois les plans lancés, il ne me resta plus qu'à admirer les troupes s'enfoncer dans le territoire ennemi et accepter le sourire aux lèvres les rapports de l'état-major. Même la marine faisait des miracles en assurant le contrôle de la Manche et en empêchant les Français de commercer avec les Allemands et inversement. Les objectifs sur le front de France étaient plutôt simples. Atteindre Paris. Le réseau d'espionnage avait travaillé dans le plus grand secret pour que cette simple capture suffise en théorie à faire capituler l'ennemi. Et pour le moment, tout se passait à merveille. À peine un mois après le début de la guerre, les troupes avaient déjà atteint Reims. Mais il m'arrive aussi de redessiner le front d'Allemagne. Le but est de rejoindre les Tchécoslovaques et la République des deux nations qui ont déjà avancé dans le pays et abattu une grande part de travail. Au fil des jours, les ordres se succèdent et il m'arrive même de me rendre sur le champ de bataille en personne pour en donner certains. À quelques unités, je donne l'ordre d'une attaque afin qu'elle soit coordonnée ou de contourner les lignes ennemies. Ce fut par exemple le cas le 18 février 1941 quand je fis demander une frappe coordonnée sur la capitale. À peine 9 jours plus tard, on entrait en force dans Paris. Tu te rends compte le stagiaire? 2 mois. 2 mois seulement avaient suffi à faire capituler la France. Le Dietschland ne pouvait plus être ignoré. Nous faisions partie des grandes nations européennes. 2 mois. Il y avait de quoi se prendre pour des héros. Comme notre Premier ministre, par exemple, qui se prenait pour le héros qui a inspiré Tintin. Si, je te jure, il a même écrit un livre là-dessus, comme quoi la connerie a pas de limite. Mais bref. Ah, au fait, si tu te demandes, c'est le jour de la capitulation de la France qu'on a abandonné le néerlandais comme seule langue officielle. Toutefois, la capture de la France créait de gros problèmes stratégiques. Et oui, toutes nos troupes étaient sur un front reculé et les nouvelles frontières que nous avions obtenues créaient des problèmes, comme par exemple la nouvelle frontière de l'Allemagne, mais aussi celle de l'Espagne républicaine, de l'Italie républicaine et même celle de la Suisse. Tu sais ce qu'on dit pourtant, le bleu. Les banquiers sont les seuls ennemis dont tu ne veux pas. Mais ces trois pays étaient en proie à des guerres civiles. Alors, on pouvait supposer deux choses. Déjà, leur armée était occupée à autre chose. Mais surtout, elle n'était pas occupée à défendre ces lignes de front. Tu l'auras donc compris, cette nuit-là, sur les boulevards haussmanniens, j'ai pas beaucoup dormi. Je me suis plutôt contenté de trouver un bureau pour transmettre dans les plus brefs délais la nouvelle répartition à nos divisions. Je pris alors comme première tâche de m'occuper du front conjoint germano-italiano-helvète. Le front espagnol attendrait. Ces trois pays offrent une porte d'entrée beaucoup trop grande sur notre territoire, là où les Pyrénées se montrent comme un obstacle décourageant. Pour le moment, je faisais surtout guider l'assaut en Italie. Une partie des Italiens étaient alliés des Habsbourg, et donc il était nécessaire d'aller les secourir. Une partie des troupes qui leur restaient pouvant encore servir sur des fronts plus directs avec nos ennemis. Je finis toutefois par envoyer des troupes dans les Pyrénées qui, selon les rapports, se faisaient envahir. J'y envoya la moitié d'un bataillon. 12 divisions devraient suffire à maintenir la frontière. Je n'avais pas pour but de m'enfoncer en Espagne. Je préférais laisser leur guerre civile suivre son cours. Mais que eux viennent chez nous, je n'y tenais pas. Quelque temps plus tard, en Europe, la situation avait radicalement changé. Les Suisses, enfin nos ennemis suisses, qui représentaient la majorité du pays, avaient fini par capituler en notre faveur. En Espagne, nos armées de maintien de la frontière avaient atteint Barcelone, ce qui représentait un maintien optimiste de la frontière.
et le nord de l'Italie, quant à lui, commençait à se libérer. Mais là où la situation avait réellement le plus changé, c'était en Allemagne. Nous avions rejoint nos frontières avec nos alliés, et les Allemands avaient fait déplacer leur capitale et gouvernement un peu partout jusqu'à leur dernier moyen de repli, Königsberg, dont nous étions en train de nous occuper. C'est te dire à quel point ils n'avaient rien lâché, même après la chute de Berlin, Munich, Cologne, Francfort, Hanovre et Hambourg. Je salue leur courage. Au milieu du mois, l'Allemagne capitula. Mais ça ne signa pas la fin de la guerre. Dans la journée, je fis envoyer des troupes entre la frontière de la République des Deux Nations et de la Russie tsariste. En fait, le tsar avait rejoint la guerre. Et son pays constituait le dernier rempart à la capitulation totale de l'ennemi et de ses colonies. Mais il nous restait une dernière bataille à mener en Europe. Une bataille qui ne dura pas, puisque 2 jours plus tard, l'Italie républicaine capitula. Je pris alors la décision de laisser le front espagnol en l'état, c'est-à-dire inachevé. L'Italie maintenant restaurée et une partie des armées austro-hongroises pourraient gérer la menace. De plus, le royaume du Dietschland, avec la République des Deux Nations, formait maintenant les 2 plus grandes puissances de l'alliance habsbourgeoise, ce qui incombait certaines tâches. Le royaume du Dietschland avait en quelques mois grandi au-delà de toute mesure. Et si nous voulons dessiner ses frontières de manière définitive, nous allions devoir faire capituler un pays qui a fait face à de nombreux ennemis, mais qui ne s'est jamais avoué vaincu, même face aux plus grands conquérants. Si Napoléon s'en est mordu les doigts, espérons que le Dietschland y brillera. Un jour prochain, le stagiaire, je te raconterai l'histoire qui nous a menés à aujourd'hui, les grandes batailles du front de Russie.